Bonjour à tous, je ne sais pas si cette histoire est à prendre au sérieux ou non, mais en tout cas, elle me fait doucement flipper, et j'aimerais avoir des avis. Après le travail, j'aime bien me poser sur un banc dans un parc qui se situe pas loin de mon bureau. Il y a 2 semaines, j'ai trouvé sur un des bancs un petit bloc-notes. Curieux de nature, j'ai jeté un coup d'œil rapide. Ça m'a semblé être la liste d'un homme où il répertoriait les choses qu'il avait faites ou qu'il voulait faire au cours de sa vie. Je n'ai pas eu le temps de tout lire, car j'ai reçu un coup de fil important de la part de ma femme, et j'ai donc dû partir laissant le bloc-notes sur le banc. Le lendemain, je suis repassé devant ce banc, tout en sachant très bien que la liste ne serait plus là. Pour je ne sais quelle raison, elle y était. Cette fois-ci, je l'ai pris et je suis parti avec, pour la lire entièrement. Certes, c'était un peu louche sur les bords, voire même carrément flippant sur la fin, mais je crois que c'est juste une blague, ou une caméra cachée. Cependant, il y a quelques jours, j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment fait flipper, et je vous en parlerai plus en détail à la fin. Cette liste est vraiment mal écrite, il y a aussi des petits dessins barrés, mais je n'ai pas encore réussi à la décrypter. Ce sont les images que vous voyez à l'écran, mais pour plus de clarté, je vais vous traduire. Ma liste de choses à faire au cours de ma vie. Avoir mon diplôme à l'université. J'ai enfin réussi à l'avoir, ce satané diplôme d'état de docteur en médecine. Je me souviendrai toute ma vie de ce 28 juin 2009. Cette cérémonie, cette remise de diplôme. Rien que de l'écrire, je me vois encore monter sur cette estrade, puis récupérer ce diplôme d'une main tremblante. Vraiment, c'est quelque chose que je voulais vraiment avoir. Il me servira plus tard, j'en suis sûr. Avoir une petite amie. Ça aussi c'est fait. Valentine était dans ma promo depuis 2 ans, et ce n'est que le 5 juillet 2009 que j'ai réussi à lui avouer mes sentiments. J'avais peur de me prendre un gros vent, mais finalement, il se trouvait qu'elle aussi, elle m'aimait. Adopter un petit chien et l'appeler Balto. Depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup les chiens. Malheureusement, mon père était allergique aux poils de chien et je n'en ai jamais eu. Alors, quand je suis parti de chez mes parents, j'ai tout de suite voulu en prendre un. Mais j'ai vite réalisé que ce petit chien ne serait pas heureux avec seulement une seule personne à ses côtés. Quand je me suis mis avec Valentine, je lui ai demandé si elle n'était pas contre le fait d'adopter un petit chien. Certes, j'ai dû la forcer un peu car elle était plutôt chat, mais elle a fini par accepter. On l'a d'ailleurs adopté le 13 septembre 2009, date de l'anniversaire de Valentine. Je l'ai appelé Balto, car c'était le nom de l'ami imaginaire que j'avais quand j'étais petit. Faire un baptême de l'air. Décidément, Valentine tente beaucoup de choses dans cette liste. Pour nos 1 an ensemble, elle m'a offert un baptême de l'air vers Bordeaux. J'aurais dû le faire le 5 juillet, mais on a eu des problèmes pour l'inscription. On l'a finalement fait 1 semaine plus tard, le 12 donc. Voyager en Égypte. Cette fois-ci, je l'ai fait tout seul. J'aurais dû faire ces voyages avec Valentine, mais je me suis embrouillé avec elle quelques jours avant, et malgré mes excuses, elle n'a pas voulu venir. Entre parenthèses, cette phrase est écrite en tout petit, mais je peux quand même la lire. Il est écrit « Vieille salope ». On dirait que ça a été rajouté après. Voici la suite. Ce fut un magnifique voyage. Il n'aura duré certes qu'1 semaine, mais je suis revenu avec un dossier de 500 photos. Visiter le vieux château d'Écosse. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de faire ce voyage. Visiter des châteaux est une activité qui me plairait, j'en suis sûr. Mais après mon voyage en Égypte, je n'avais plus d'argent. Voir une aurore boréale. C'est aussi quelque chose que je cherche à faire, mais je sais comment je vais faire. Pendant mon voyage en Écosse, j'aurai probablement l'occasion d'en voir une, car elles apparaissent dans les régions les plus proches des pôles. Je pense que l'Écosse devrait suffire. Me faire tatouer. Je ne sais pas si je veux vraiment me faire tatouer. À vrai dire, je ne sais même pas ce que je veux me faire tatouer, ni où. Mais bon, c'est quelque chose que je souhaite faire avant de mourir. Déjà parce que Valentine aime ça, et aussi parce que ça doit être un truc sympa à faire. Apprendre à jouer de la guitare. Je n'ai jamais vraiment su jouer d'un instrument de musique. J'avais fait un court stage d'apprentissage du piano quand j'avais 15 ans, mais l'instrument ne me plaisait pas. Alors début avril, j'ai commencé à économiser pour m'acheter une petite guitare acoustique. Rien de bien fou, bien sûr, le genre de truc que les parents achètent aux gamins pour leur faire plaisir à Noël, vous voyez. Le genre de truc à 100 € quoi. Mais bon, pour moi qui étais encore étudiant à l'époque, 100 €, c'était une belle somme. Ainsi donc, le 23 avril 2007, j'ai fait l'acquisition de ma guitare. Et j'y joue de temps en temps, et selon Valentine, je fais des progrès de jour en jour. Manger des plats exotiques. Pour être exotique, je peux vous assurer qu'il l'était. Un ami à Valentine connaissait un restaurant asiatique dans un petit village non loin de là où on habitait. C'était tenu par un couple de Chinois. Nous étions les seuls clients dans le restaurant. À vrai dire, sur le coup, je regrettais d'être venu.
Ils nous ont apporté la carte. J'avais jamais vu ça. Vous pensiez que le mythe des Chinois bouffeurs de chiens, c'était un fake? Ou que c'était seulement dans les coins les plus paumés de Chine? Eh bien pas du tout. Si on s'y connaît bien, on peut en trouver en France. La preuve. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon que ça. Tout était parfait. La texture de la viande en bouche, le goût. Je ne peux clairement pas décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai mangé ça. J'en ai repris 3 fois. Tant pis si c'était cher, je serais prêt à payer n'importe quoi pour en manger. Cependant, Valentine n'a pas touché à son assiette. Je ne comprends pas comment elle a pu passer à côté de ça. Je lui ai fait remarquer une fois sortie du restaurant. Elle m'a dévisagé et n'a plus voulu en parler après ça. Une drôle de fille. Se priver de sommeil. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu essayer. Je me souviens de mon cours sur le sommeil quand j'étais en 2e année, et surtout sur la privation de sommeil. Ça concernait les symptômes de cette privation, et les séquelles. On nous avait passé une petite vidéo, qui récapitulait les étapes jour après jour. J'ai vraiment été passionné par ça. J'ai cherché des informations là-dessus pendant près d'1 semaine, et sans jamais vraiment oser le faire. J'ai toujours voulu essayer, de tenter l'expérience. Mais maintenant, avec cette liste, je me suis dit que ce serait con de passer à côté de ça et de crever sans savoir ce qu'on ressent quand on se prive de sommeil. Alors, il y a quelques jours, alors que Valentine était partie bosser dans son coin, j'étais seul à la maison. J'avais 1 semaine devant moi, c'était largement suffisant. Je suis allé dans notre chambre, j'ai fermé les rideaux et les volets, et je me suis assis par terre. J'ai suivi les techniques qu'on nous avait montrées. J'étais complètement déconnecté du monde extérieur, je ne savais pas quelle heure il était, je ne pensais à rien. Et ça a marché. Au début, c'était vraiment dur, je pensais pas que j'y arriverais. Et puis, les hallucinations commençaient à venir. Au départ, c'était vraiment quelque chose de très léger, des petites silhouettes un peu colorées qui tournaient autour de la pièce. Je ne devais pas détourner le regard du point que je m'étais donné. Puis, elles ont commencé à essayer de me toucher, de me faire décrocher. Oui, elles voulaient que je dorme. Au bout de 3 jours, c'était devenu invivable. Elles foutaient tout un bordel dans la pièce. Elles faisaient tomber des objets, sur moi majoritairement. J'ai lâché. Au bout de 5 jours, j'en pouvais plus. Ça a été une expérience fantastique. J'aimerais bien le faire avec Valentine, mais je suis sûr qu'elle ne voudra pas. Elle ne sait pas ce qu'elle rate en tout cas. Drôle de fille. Disséquer un animal. Bon certes, j'ai déjà disséqué des animaux dans le cadre de mes études. Des souris, des grenouilles, rien d'extraordinaire en fait. Ma vie commençait vraiment à être chiante. Boulot de merde pas intéressant, ma femme est une vraie truie coincée du cul, et niveau thune, c'est un peu la misère. Il fallait vraiment quelque chose pour la pimenter. Comme quand on est un petit con adolescent et qu'on fait une assez grosse connerie. Cette sensation, je ne saurais pas la décrire tellement elle me procure un plaisir intense. C'était pendant que je me baladais dans un parc, là où beaucoup de gens promènent leurs animaux. Au fond du parc, il y a une canisette. Généralement, les maîtres laissent leurs animaux faire leurs besoins et ils discutent entre eux. Je me suis approché de la canisette et j'ai attendu qu'un chien vienne près de moi pour le choper. J'ai eu de la chance, c'est un petit chihuahua qui est venu vers moi. Alors ni une ni deux, je l'ai pris sous mon bras, pour éviter qu'il me morde. Il arrivait quand même à aboyer, ce qui a bien évidemment alerté sa maîtresse. Heureusement que c'était une vieille, j'ai pu me barrer sans problème. Le parc était à 2 pas de chez moi, j'ai donc pu rentrer sans trop de soucis. Valentine était au travail, j'étais seul avec Lewis. D'après son collier, c'était son nom. J'allais enfin faire quelque chose de palpitant dans ma vie. J'allais enfin sortir de cette routine dans laquelle je m'étais enfermé depuis trop de temps. J'ai immobilisé le chien comme j'ai pu. D'après moi, il ne pouvait pas bouger. Je ne voulais pas trop perdre de temps avec lui. Je l'ai tout de suite tué, comme j'ai pu. Puis je l'ai disséqué avec des instruments que je ramenais des fois du travail. J'ai un peu tout vidé en fait. J'ai placé ce que je considérais comme intéressant dans un petit tupperware. Alors que je finissais ma besogne, j'ai réalisé à quel point ce que j'avais fait était crade et inhumain. Puis Valentine est rentrée. Elle a vu les restes du chien sur la table, elle m'a vu couvert de sang, et elle est partie chez sa mère. Drôle de fille. Tuer quelqu'un. Hier soir, 12 novembre 2010 donc, énorme dispute avec Valentine. Les insultes ont fusé, puis les claques. Au début, elle essayait de s'accrocher au canapé du salon, avant que je ne l'assomme avec la pelle que j'utilise pour le jardin. Elle saignait beaucoup. Elle respirait encore. Elle troublait ce magnifique silence, ce silence dont j'avais rêvé depuis tant de temps. Alors j'ai frappé avec le coin de ma pelle. 2, 3, 4 fois, avant que je lui donne le dernier coup. Elle me suppliait d'arrêter. Elle me criait qu'elle savait que je l'aimais. Et toutes ces conneries niaises qu'on peut sortir quand on veut garder son mec. Drôle de fille. Et puis, le silence est revenu.
plus troublant que jamais. Je venais de tuer ma copine. Manger un être humain. Je n'ose plus sortir. J'ai peur que ma mère passe à l'improviste si jamais je sors. Toujours là pour faire chier cette vieille salope. Je ne peux même plus fermer l'appartement à clé. Je ne sais pas où elles sont. J'ai dû les perdre pendant que je frappais Valentine. Cela fait 3 jours. 3 jours aussi que je n'ai pas dormi. J'ai tellement faim. D'habitude, je ne mange presque pas. J'ai fait les courses lundi dernier et je n'ai presque plus rien. Il faut que je me débarrasse du corps de Valentine. J'ai tellement de choses à faire. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Je pense que je vais devoir manger Valentine. Ça ne me dérange même pas en fait. Elle est plutôt belle quand on y pense. Je me demande même si je ne la préfère pas morte que vivante. Au moins, elle ouvre pas sa gueule, c'est déjà ça. Bon, je commence le festin. Espionner quelqu'un. J'ai fini par tout foutre en l'air. J'ai détesté manger Valentine. Autant manger du chien, je veux bien, mais alors un être humain, c'est la pire connerie que j'ai jamais fait. Le goût est juste horrible, sérieusement. J'ai réussi à me procurer une clé, vu que j'ai toujours pas retrouvé les miennes. En revanche, le patron de Valentine a appelé, vu que ça fait plusieurs jours qu'elle n'est pas allée au travail. J'ai juste dit qu'elle était sérieusement malade, mais qu'elle n'allait pas venir pendant un bon bout de temps. Cependant, je devais me barrer d'ici, c'est trop dangereux. J'avais trop fait le con. Pendant que je rassemblais des trucs que j'allais prendre avant de partir, quelque chose m'est venu en tête. Quand j'étais gosse, j'étais fasciné par tout ce qui était espionnage, des trucs comme ça. Je me suis donc dit que j'allais utiliser cette liste pour espionner des gens. Dans un premier temps, poser cette liste sur un banc, dans le même parc où j'ai pris le chien. Puis prendre une photo discrètement de la personne qui lit la liste, et ensuite m'arranger pour qu'elle puisse voir que je l'ai prise en photo. Et ainsi, comprendre que j'en ai après elle. Et à vous qui lisez cette liste en ce moment même, vous devez probablement ressentir de la gêne, du malaise. C'est bien normal, mais sachez maintenant que je n'ai strictement rien à perdre. J'ai tué ma copine, et la police ne va probablement pas tarder à le savoir. Je n'ai nulle part où dormir. Je suis livré à moi-même. Voilà, pour finir, je voudrais revenir sur ce que je trouve le plus flippant dans l'histoire. Vous vous en doutez, j'ai longtemps cherché la photo en question dans le bloc-notes. En réalité, j'étais plutôt heureux et soulagé de ne pas la trouver. Cependant, il y a quelques jours, alors que je relisais la liste une énième fois, j'ai pensé à quelque chose. Ce bloc-notes est protégé par un épais protège-cahier, complètement opaque. Et je n'avais jamais eu l'idée de regarder dedans pour voir si la photo s'y trouvait. Je me suis longtemps maudit pour avoir eu cette idée. Effectivement, elle y était. Voici un scan de la photo. Bien entendu, c'est moi. Vous le voyez, je suis sur le banc, dans le parc. Je crois qu'il a pris la photo de derrière un buisson, ou quelque chose comme ça. Elle date du jour où j'ai trouvé la liste, et y ai jeté un coup d'œil rapide. Et croyez bien que c'est sérieux, hein. Je vais pas m'amuser à falsifier des preuves. Là tout de suite, je sais juste pas quoi faire. J'ai bien évidemment pensé à porter plainte, mais je suis quasiment sûr que les policiers ne trouveront pas ça assez sérieux pour prendre ma plainte en considération. Du coup là, je suis un peu dans le brouillard. Je sais pas trop quoi en penser. J'aimerais bien croire au fake, mais je pense que ça va un peu trop loin pour être une simple blague. Je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. J'ai vécu quelque chose d'épouvantable il y a quelques jours. C'est encore tout frais dans ma tête. Je ne sais pas si vous connaissez cette chose, vu que sur cette chaîne vous avez l'habitude des choses étranges, comme par exemple le monstre avec une tête d'ampoule. Il n'y a qu'un con pour inventer un truc pareil, sérieux. Pourquoi pas un homme avec une tête de bébé? Quoique, ça me dit quelque chose aussi. Bref, je ne suis pas là pour insulter les créateurs de Creepypasta. Je suis ici car c'est un des seuls endroits où on va m'écouter, à défaut de me croire. Ça s'est passé il y a quelques jours. Je crois que c'est à cause de l'appartement de Mehdi. Il avait emménagé ce jour-là, et je suis parti là-bas pour lui donner un coup de main. Dans la cave de sa maison, j'ai trouvé une boîte, fermée avec un cadenas. Une boîte de la taille d'une boîte à chaussures, pour vous donner une idée. Elle était mélangée avec d'autres choses, comme des têtes d'animaux empaillées, des crucifix, des bougies, bref, plein de choses liées à l'occulte. Je n'y connais absolument rien dans ce domaine, et pour être honnête, jusqu'à maintenant, je m'en battais complètement les couilles. Je ne croyais pas à toutes ces conneries. Pour moi, ça voulait rien dire, et les gens qui prétendaient le contraire voulaient juste se rendre intéressants. En même temps, qui d'entre vous là, qui vont m'écouter, croit à la sorcellerie? Genre, jette un sort et hop, quelque chose se passe. On n'est pas dans Charme ou Harry Potter, quoi. Ça, c'est ce que je pensais avant de trouver cette boîte. Quand je l'ai trouvée, je l'ai prise avec moi et je suis remonté dans la cuisine, où Mehdi et son frère étaient en train d'installer le frigo et autres meubles. Il m'a demandé ce que c'était la boîte, et j'ai répondu que c'était peut-être des louis d'or ou d'autres trésors, qu'il sera peut-être riche. On a rigolé, j'ai posé la boîte sur la table au milieu de la pièce vide. On a regardé le cadenas et Mehdi m'a dit qu'il n'avait pas la clé.
Je lui ai dit que j'en avais pas besoin. J'ai pris une boîte de conserve qui traînait sur la table et je l'ai fracassé contre le cadenas, ce qui a cassé la boîte. Un nuage de fumée noire en est sorti et s'est dirigé vers moi. J'ai eu une étrange sensation. Je sentais que la vapeur entrait en moi par la bouche, mon nez, même mes yeux et mes oreilles. Cette sensation était très désagréable. Alors que je me débattais, Mehdi m'a attrapé le bras et m'a regardé avec un air surpris. Il m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai répondu s'il n'avait pas aspiré de la fumée, et il m'a dit « Quelle fumée ?» J'ai regardé partout autour de moi, et le frère de Mehdi me regardait comme si j'avais un problème. J'ai alors fait semblant d'éclater de rire et de dire que je les faisais marcher, que je faisais comme dans les films d'horreur. Et ils ont éclaté de rire en me disant que c'était très réussi. Je ne voulais tellement pas leur avouer la vérité, qu'une fumée noire que moi seul avais vue m'est entrée dans le corps. On s'est penché vers la boîte, et Mehdi a mis son bras devant sa bouche pour ne pas vomir. À l'intérieur de la boîte, ce n'étaient pas des louis d'or, des lingots ou même des bibelots ridicules. Non, c'était des cadavres de rats, de dents humaines et des os d'origine incertaine. Mehdi a dit que c'était du porc, mais moi je suis sûr que c'est des os humains. Mehdi ne savait pas quoi faire de la boîte. Il ne savait pas s'il devait appeler la police ou autre. En plus, l'ancienne locataire est morte d'une manière assez étrange d'après les rumeurs du voisinage. Elle aurait été retrouvée la peau sur les os, très maigre, comme si elle n'avait pas mangé pendant plusieurs semaines. Il a alors décidé de descendre la boîte et d'attendre un peu avant de faire quoi que ce soit. Une fois le déménagement terminé, je suis retourné chez moi et je me suis douché. Je me souviens, j'étais couvert de sueur et j'avais des nausées. Je me disais qu'une douche froide me ferait le plus grand bien. Mais alors que j'étais sous la douche, j'ai senti ma tête tourner. Je me suis agrippé à la barre pour ne pas tomber, je voyais flou, puis je suis tombé. J'ai dû me cogner car à mon réveil, je recevais toujours de l'eau froide sur moi, et du sang coulait de ma tête. J'avais un gros mal de crâne, ça m'élançait. Je me suis relevé tant bien que mal, et j'ai arrêté l'eau. Je suis sorti de la douche et je me suis regardé dans le miroir. Ma blessure à l'arrière de la tête n'avait pas l'air profonde, et arrêtait presque de saigner. Je me suis habillé, et je suis parti de la salle de bain. J'avais faim. J'ai été voir dans le frigo, mais il n'y avait rien par une plaquette de beurre et un jus citron. Et je n'avais pas fait les courses depuis un moment. Je me contentais de commander mes repas sur Uber Eats. J'ai ouvert mes armoires, et pareil, rien par du sel, poivre, huile, etc. Je n'avais rien à manger. J'étais affamé. J'ai regardé l'heure, mais il était seulement 9h du matin. C'est là que je me suis rendu compte que je m'étais évanoui assez longtemps dans la salle de bain. Aussi étrange que cela puisse vous paraître, et je m'en fichais complètement. Je me souciais plus de ce que j'allais manger. J'avais trop faim. Beaucoup trop pour aller au magasin m'acheter à manger, ou à la boulangerie. Si je ne mangeais pas immédiatement, j'étais sûr de tomber une bonne fois pour toutes. J'ai alors ouvert le frigo, et j'ai attrapé le citron. Et je l'ai mangé, avec la peau. Je croquais dedans comme si je croquais dans une pomme, et j'avalais les morceaux pas très juteux, mais acides. Je l'ai mangé entièrement. C'est quand j'ai voulu fermer le frigo que j'ai vu le beurre. Je l'ai attrapé, et j'ai enlevé le papier, et j'ai croqué dedans également. J'ai fini la plaquette en quelques secondes. Le beurre était étalé sur mes dents, et je sentais une sorte de couche épaisse dans mon palais. Mais ça ne suffisait pas, j'avais faim. J'ai alors vu mon chat. Je me suis approché de lui, je l'ai attrapé, et je l'ai caressé. Je n'allais quand même pas manger mon chat, je n'étais pas affamé à ce point. Maintenant que j'avais mangé le beurre et le citron, j'ai été chercher ma carte bancaire et je suis parti au magasin. Les gens me regardaient bizarrement sur la route. J'ai alors remarqué mon sweat plein de sang. J'ai touché mon crâne, il s'était remis à saigner. Mais ça allait, ce n'était pas profond. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma capuche. Au magasin, j'ai acheté de la viande, de la charcuterie, des chips, des burgers, des pizzas, bref, plein de choses. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à ranger les courses, quand j'ai senti des nausées venir. J'ai couru jusqu'aux toilettes pour vomir. J'avais l'impression que je vomissais depuis une dizaine de minutes. À force, ça me brûlait la gorge, et j'avais du mal à respirer. J'avais les yeux en pleurs. C'est horrible comme sensation. J'ai vraiment l'impression de raconter un truc pour le 18-25, c'est n'importe quoi, putain. Mais c'est vrai. Une fois que j'ai eu fini de vomir, je suis sorti des toilettes et je suis parti dans la cuisine. Quand j'ai vu les pizzas surgelées sur la table, je me suis jeté dessus. J'ai arraché les cartons et le plastique et j'ai croqué dedans. Ce n'était pas bon cru et surgelé, mais j'ai croqué, mâché et avalé, encore et encore, sur les 3 pizzas bolognaises que j'avais achetées. J'ai failli entamer les hamburgers surgelés quand mon téléphone a sonné. C'était Mehdi qui m'invitait au restaurant pour me remercier de mon aide. Je n'ai pas hésité, j'ai pris mon manteau et j'ai filé. C'est dans ma voiture que je me suis rendu compte que je n'avais pas changé mon sweat, et qu'en plus du sang, il y avait maintenant des traces de vomi. Pas grave, je n'avais pas le temps de rentrer chez moi. Je me suis dit que ça ne se verrait pas trop. Je suis donc arrivé chez Mehdi, il est venu m'accueillir et m'a regardé bizarrement. Il m'a demandé si j'avais eu un accident. J'ai répondu que non, que tout allait bien, mais il m'a dit que j'étais couvert de sang et de vomi. Je lui ai répondu que je n'étais pas aveugle, et je suis sorti de la voiture en lui demandant où on allait.
Il m'a dit qu'on n'irait nulle part tant que je ne me serais pas changé. Il m'a invité à prendre un de ses t-shirts et de prendre une douche chez lui. C'est uniquement pour pouvoir les manger ensuite que j'ai accepté. Je suis rentré dans sa maison et je suis passé devant la cave. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais très envie de m'y rendre. C'était comme si la pièce m'appelait. Alors que j'allais ouvrir la porte, Mehdi est venu vers moi et m'a conduit à la salle de bain. Et m'a dit de bien me laver parce que je puais le vomi. J'ai donc pris une douche et pendant que je m'essuyais, j'ai vu sa balance qui traînait. Je me suis alors dit que j'allais me peser. D'habitude, mon poids varie entre 90 et 95 kilos. Quand je suis monté sur la balance, j'ai été surpris. 80 kilos. J'avais perdu 10 kilos en quelques jours. C'était incompréhensible. Je me suis dépêché de m'habiller et je suis parti rejoindre Mehdi. Je lui ai demandé si sa balance fonctionnait et il m'a dit que oui. Je lui ai alors dit que j'avais perdu 10 kilos en même pas une semaine. Et il m'a répondu qu'en effet ça se voyait, mais qu'il était sûr qu'à son déménagement, je n'avais pas perdu de poids. On a trouvé ça bizarre, mais on ne s'est pas posé plus de questions que ça. On est parti au restaurant quelques minutes plus tard. C'était un restaurant bien réputé dans la région parisienne. Ça sentait trop bon. Alors que je passais à côté des gens pour m'asseoir à la table choisie par la serveuse, je regardais les gens manger leur assiette. Je ne sais pas ce qui me prenait, mais je voulais leur sauter dessus pour manger dans leur assiette. J'ai réussi à me contrôler et je me suis installé avec Mehdi et son frère. J'ai commandé une entrée composée de terrine, de charcuterie et de fromage, en plat un steak de kangourou et en dessert un tiramisu. Quand l'entrée est arrivée, j'ai sauté sur l'assiette. Je prenais la nourriture avec mes deux mains et j'enfournais les tranches de jambon dans ma bouche. J'enfonçais les bouts de fromage les uns après les autres. Parfois, j'avalais même sans mâcher. Mehdi et son frère me regardaient avec des gros yeux. Ils avaient l'air choqués, les voisins de table aussi. J'ai demandé la bouche pleine s'ils allaient bien, et ils m'ont répondu avec un hochement de tête positif. Du coup, j'ai continué de manger mon assiette. En quelques secondes, j'avais tout englouti. J'avais tellement faim que j'ai même léché l'assiette. La serveuse est venue me voir et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai répondu de m'apporter la suite. Elle a regardé Mehdi. Il a haussé les épaules, ne sachant pas quoi dire. En attendant le plat, je n'ai pas réussi à résister plus. Je me suis levé et j'ai été prendre les assiettes de mes voisins de table. Et j'ai pris les tomates farcies et je les ai englouties. L'homme à qui appartenait l'assiette n'a pas osé bouger. Encore heureux parce que j'aurais été capable de le frapper. C'est quand j'ai vu plusieurs serveurs me dire de sortir du restaurant que j'ai compris que j'avais fait une connerie. Mehdi se fondait en excuses devant le gérant du restaurant pendant que moi je sortais. Quand il m'a rejoint dehors, il m'a insulté de tous les noms et m'a dit qu'il ne me comprenait pas, que je lui avais fait honte, que c'était intolérable. Dans la voiture, les frères ne m'ont pas adressé un mot. Pareil quand ils ont arrêté la voiture devant chez moi. Je suis descendu, ils ne m'ont rien dit. Ils sont simplement partis. Je m'en foutais, moi. Je voulais juste manger. Du coup, je suis rentré chez moi. J'ai ouvert le congélateur et j'ai pris les hamburgers surgelés. J'avais la flemme d'attendre qu'ils soient réchauffés. Alors je les ai mangés comme ça. Une fois la boîte de 6 terminée, je suis allé dans la salle de bain. Je voulais prendre une douche, mais j'ai décidé de me peser. Je voulais prendre une douche, mais j'ai décidé de me peser. Cette fois, je faisais 65 kilos. Plus je mangeais, plus j'ai perdu du poids. Pour être certain de cette théorie, j'ai mangé plein de choses les jours suivants. J'avais raison, j'ai perdu du poids. Mais plus je mangeais, plus j'avais faim, plus je maigrissais. Et je commence à ne pas me sentir très bien. J'ai beaucoup de nausées et de vertiges. Je n'arrive plus à beaucoup faire d'efforts. Même juste marcher le long de ma maison, c'est dur. Je suis fatigué. J'en ai marre. Je me retiens de manger pour ne pas maigrir. Je me suis pesé ce matin. Je faisais 45 kilos. Je sens mes os. Et je les vois même, c'est étrange. Mais j'ai trop faim. Si je ne mange pas, je vais mourir. Je sais pas comment faire pour arrêter ce truc. Quelqu'un a une idée? Vous savez ce dont j'ai envie, là? Simplement aller à la plage. À la plage. Pour vous détendre peut-être. Après ce que vous avez traversé, je peux comprendre. Non pas m'allonger sur le sable. Juste marcher jusqu'à l'océan. Marcher. Continuer jusqu'à ce que je n'ai plus pied. M'allonger. Me laisser porter. Ne plus penser. Rêver. Crever. Juste m'en aller en paix. Mais pourquoi voulez-vous en finir avec votre vie? Ce n'est pas de votre faute ce qu'il s'est passé. Vous n'y êtes pour rien. Votre ami était juste... C'est de ma faute. Je ne savais pas qu'il avait ce pouvoir en lui. Comment aurait-on pu simplement le deviner? Même lui ne le savait pas. Si j'avais su, jamais je ne lui aurais dit que je m'étais fait agresser. Mais quand vous dites pouvoir, c'est une façon de dire qu'il était devenu dangereux? Non, mon petit ami est devenu la mort, tout simplement. Il a toujours été spécial. Par exemple, avant de mourir, les animaux s'approchaient de lui et le câlinaient. Ça nous a vraiment frappé avec Marty, mon labrador.
Il détestait Lucas. À chaque fois qu'il le voyait, il lui grognait dessus et essayait de l'attaquer. Mais juste avant de mourir, il est venu se blottir sur lui et ne l'a pas quitté jusqu'à ce qu'il ne respire plus. On n'avait pas su l'expliquer. Et mon chat a fait exactement la même chose quelques mois plus tard. Et donc vous en avez conclu que votre petit ami avait des pouvoirs surnaturels. Croyez-moi ou non, ça m'est égal. Simplement les gens qui sont morts dans la rue ce jour-là, vous avez bien vu qu'ils ne sont pas morts par balle ou arme blanche. Ils sont simplement tombés quand il passera à côté d'eux. Et sont morts sur le coup. Revenons-en à ce moment justement. Pourquoi votre petit ami a attaqué ces personnes dans la rue? Il ne les a pas attaqués directement. Je pense qu'il avait simplement accumulé tellement de rage en lui après avoir tué mes agresseurs que son pouvoir est devenu incontrôlable pour lui. Et que chaque personne qu'il croisait mourait tout simplement. Tout simplement. C'est quand même des vies innocentes qui sont parties, des familles détruites. Vous pensez que je ne le sais pas? Vous pensez que je m'en fous? Tous les jours je pense à ça. J'ai la haine parce que c'est de ma faute. Mais mon chéri est mort lui aussi. Il ne faut pas l'oublier. Abattu par ces policiers. Pourquoi vous dites que c'est de votre faute? Ce n'est pas vous qui l'avez rendu comme ça, violent. Il n'était pas violent. Et ne l'a jamais été. C'est quand il a appris que je me suis fait agresser par ces hommes qui Dites-le, vous n'avez pas à en avoir honte. Vous êtes la victime, pas le coupable. À quoi ça sert tout ça? Pourquoi je devrais vous raconter ma vie? Ça changera quoi en réalité? Je vais me sentir mieux? Tout sera réparé? Mon petit ami reviendra à la vie? C'est de la grosse connerie. Je suis ici. Il s'agit d'une histoire que bien peu de gens connaissent. Pour cause, Eiichiro Oda a tout fait afin d'étouffer cette affaire. Je vais faire un rapide résumé de la situation pour ceux qui l'ignorent. En 2014, la fondation Make-A-Wish réalise le rêve d'un petit garçon atteint du cancer, Inati Fujinami, qui souhaitait rencontrer son mangaka préféré et connaître la fin de son œuvre One Piece. L'auteur s'exécute, ému par le triste sort de son jeune fan, entre quatre yeux, pour être sûr qu'aucune fuite ne soit possible. La version officielle nous dit que l'enfant aurait juste prononcé cette phrase énigmatique. One Piece est vraiment beau. Avant de mourir de son cancer du poumon quelque temps plus tard, enterrant avec lui le secret du One Piece. Cependant, plusieurs sources d'informations indépendantes nippones contestent cette version des faits. Ces médias arguent que les dossiers médicaux de l'enfant sont troubles et que la confidentialité absolue de ceux-ci ne permet pas de connaître avec exactitude ce qu'a vraiment emporté l'enfant. Qui plus est, diverses photos de caméras de surveillance ou prises par des amateurs sont trouvables sur internet. Celles-ci montrent des images, certes floues, de Inati suite à sa date présumée du décès.
Elles sont prises dans des lieux publics et ce dernier a l'air d'être sous couverture. Je ne peux pas vous les donner pour des raisons de droit d'auteur et du risque de strike par Google qui en résulterait. Mais vous pouvez chercher par vous-même sans difficulté. On peut aussi s'interroger sur les circonstances de son enterrement qui n'étaient pas publiques et aucune photographie du défunt n'a été relayée dans la presse ou sur internet. Il plane un secret très opaque autour du dossier Fujinami. Divers internautes nippons ont également établi une corrélation entre les mois suivant sa mort et le retrait médiatique de l'écrivain. Ce dernier, semblant bien plus accaparé et soucieux qu'à son habitude, beaucoup ont répondu que c'était dû à son travail stressant et aux conditions particulières entourant la production du manga. Mais cela ne justifie pas la coïncidence. C'était un peu comme s'il avait une affaire plus importante à gérer. Et une affaire qui l'avait préoccupé par-dessus tout. Un faisceau d'indices met en relation cette période avec le cas de l'enfant. En effet, le mystère absolu entourant la fin de One Piece est un argument de vente permettant de fidéliser une masse improbable de fans du manga. L'éditeur de One Piece, Iwasaki, gardant un œil excessivement attentif sur la communication et les divulgations autour de sa licence phare, environ 320 866 000 de tomes vendus, à titre informatif, n'a même pas pris la peine de commenter cette affaire. Ce qui est étrange, car une entreprise avec une image aussi importante ne devrait pas laisser passer ce type de rumeurs diffamantes. Il s'agit d'une manière d'étouffer les polémiques en devenir, le principe étant de ne pas commenter l'affaire et noyer l'opinion publique d'une myriade d'informations tierces afin de faire oublier une question gênante. Diverses sources, toujours nippones, relèvent ainsi une intensification de la communication du Shonen Jump durant cette période et dans les mois qui ont suivi. Quel pourrait être le fin mot de cette histoire ? Le but n'est pas de prendre parti pour une thèse ou une autre, ni de formellement contester la version des autorités d'Iwasaki, mais de présenter une hypothèse alternative qu'aucun média traditionnel ne met en avant. Il s'agit simplement de mettre en lumière une version sans pour autant l'affirmer ou l'infirmer. Et quelle est donc cette dernière ? Paraissant farfelue de prime abord, elle évoque la possibilité que Hinata Fujinami ne soit pas mort, mais aurait réussi à vaincre son cancer. Cela aurait profondément embarrassé Oda et son éditeur. En effet, il n'existe pas au Japon une clause de confidentialité rétroactive, et aucun contrat n'a été signé lors de la révélation. Évidemment, personne ne s'attendait à la survie du garçon. Le risque pour la pérennité du manga représentant un capital financier considérable était bien là. Déjà, une divulgation médiatique aurait été catastrophique pour les ventes. Connaître la fin risquerait de faire perdre l'intérêt à une bonne partie du public. Pire encore, si l'enfant vendait ces informations à des éditeurs concurrents, il pourrait exploiter cette fin avant qu'Oda n'ait le temps de terminer, et ainsi couper l'herbe sous le pied d'Iwasaki. Oda deviendrait un vulgaire plagiaire, et One Piece ne pourrait rejoindre le panthéon des œuvres intemporelles, comme Dragon Ball par exemple. Ce qui aurait pour conséquence la privation d'une source de revenus absolument pharaonique pour les exploitants de la licence. Le problème étant posé, la théorie suggère donc qu'Oda et l'entreprise ont pris la décision de se débarrasser de Fujinami, afin d'éviter cette catastrophe. Le risque était trop grand pour eux. Néanmoins, les parents, étant conscients de cette problématique, ont tout fait pour cacher la survie de leur progéniture. En vain. Heureusement, ils ont tout de même eu la clairvoyance de le faire passer dans la clandestinité. Cela restait un duel entre David et Goliath. Les commanditaires avaient des moyens énormes, des contacts partout, et la possibilité de corrompre des fonctionnaires afin qu'ils détournent le regard. Les tueurs recrutés avaient le champ libre, surtout que leur cible était prétendument morte, donc la mission s'en retrouvait d'autant plus simplifiée. Le plan initial des parents se retournait contre eux. Néanmoins, une chance folle souriait à la pauvre famille, qui ne demandait que la tranquillité. Le 18 avril 2014, le ministère russe de la Défense annonce l'adoption d'un plan détaillé de construction d'infrastructures militaires sur certaines de ces îles. D'ici 2016. Quel rapport, me demanderez-vous ? Eh bien, il s'agit d'un conflit politico-militaire entre le Japon et la Russie. Cette dernière essayant de renforcer sa position en Asie via une présence militaire. Ce n'était pas dans l'intérêt nippon, vous vous en doutez bien. Cependant, aucune réponse virulente du gouvernement japonais n'a jamais été engagée, comme si l'affaire n'était pas si importante. Je suppose que vous ignorez l'existence de cette crise. C'est tout à fait normal, car cela a été étouffé et minimisé par les autorités en place, d'autant plus que la couverture médiatique a traité cet enjeu géopolitique majeur comme un bête fait divers. Comment cela se fait-il ? Eh bien, certaines personnes ont établi un lien entre le cas Fujinami et ce conflit majeur. En effet, les témoignages affirment que le garçon a été aperçu en direction de l'ambassade russe avant sa disparition totale. Après cela,
plus personne n'a obtenu de nouveaux renseignements sur lui, et sa famille a nié avec vigueur toute l'histoire. Il est donc tout à fait probable que les services de renseignement extérieurs de la Fédération de Russie aient eu vent du cas via leurs espions locaux ayant vu une opportunité. En effet, une fois l'enfant extradé ou sous la protection du pays, ces informations deviendraient un excellent moyen de pression auprès de l'éditeur et d'Oda, qui ne pourraient plus agir contre leur cible. Bien sûr, le SVR n'a pas fait cela par bonté d'âme, mais pour obtenir un outil intermédiaire afin de favoriser la politique militaire étrangère du pays, grâce à un chantage, une fois que les parents ont confié leur fils au seul capable de le protéger, auprès d'Iwasaki. Le SVR aurait ainsi exigé que l'éditeur use de son réseau et de ses moyens pour pousser les politiques japonais à la conciliation vis-à-vis de la dite implantation de bases militaires aussi proches des frontières nationales. Le Shonen Jump, l'équivalent en matière de poids politique et économique de Disney américain, mais à l'échelle du Japon, bien sûr, est un lobby puissant auprès des institutions nationales. Iwasaki n'a eu d'autre choix que de s'exécuter afin de protéger ses intérêts économiques colossaux qui étaient en jeu. Il est peu certain de savoir ce qu'il est advenu d'Hinata Fujinami. Il est parfois supposé qu'elle a refait sa vie en Russie sous une autre identité, qu'il est toujours dans l'ambassade, comme à Snowden, ou bien qu'un accord a été trouvé avec l'éditeur pour normaliser la situation. Dans tous les cas, seul l'avenir nous permettra de connaître les tenants et aboutissants de ce malheureux dossier. Vous connaissez le film Le cochon danseur ? C'est un vieux film de 1907 qui relate les histoires d'un cochon. Le film fait seulement 4 minutes et il est assez dérangeant. Mais j'étais loin d'avoir tout vu. Récemment sur YouTube, j'avais trouvé une vidéo en relation avec ce vieux film. C'était Dancing Pig, Director's Cut. J'imagine qu'un anglophone avait réussi, par je ne sais quel moyen, de se procurer un document rare tel que celui-ci, et qu'il l'a numérisé. J'ai décidé d'y jeter un œil, car peut-être que j'aurai des infos sur comment les trucages de l'époque avaient été réalisés. Je cliquai sur le lien de la vidéo, et elle démarra. Elle durait 7 minutes 47, mais étrangement, pendant une demi-seconde, l'indicateur de temps total a affiché 6 minutes 66. Ou alors c'était mon imagination. La vidéo commença, elle démarrait exactement de la même façon que la vidéo d'origine. J'allais partir en hurlant au titre fake quand j'ai remarqué qu'au lieu de la musique de piano qu'il y avait pour illustrer le film, il n'y avait aucun son. Enfin, pas tout à fait. En augmentant le volume, le silence était en fait un simple bruit blanc, un peu vieillot, comme si un disque vinyle sans musique se jouait. Il n'y avait pas le titrage du début non plus. À la 30e seconde, au moment où le cochon se prenait le bouquet de fleurs de la fille, l'écran se secoua affreusement et la femme a disparu de la scène. Le cochon jouait tout seul dans le vide. L'écran se coupe violemment une fois de plus, après un moment, et la femme réapparut. Mais à la place de la table où elle était, il y avait une tache noire sur le sol, comme si un liquide sombre était tombé. Puis, plan totalement noir. Le bruit blanc continuait. J'ai eu l'impression d'entendre un murmure, mais je n'ai pas réussi à comprendre ce que ça disait. Après 1 minute de noir total, le cochon réapparut. C'était le dernier plan du film original. Le plan I2, où le cochon tirait la langue et riait avec ses crocs. Il passait en boucle sans relâche, toujours avec ce bruit blanc léger. Les murmures reprenaient, mais ils étaient plus perceptibles, bien que toujours incompréhensibles. À ceci commencent à se mêler des plaintes longues et basses, comme des hurlements à vitesse réduite. Ça devenait de plus en plus fort. Parfois, l'écran flashait des images subliminales. Quand je mettais en pause la vidéo, je vis que c'était des photos d'époque dégueulasses et bien gore. Un type qui se fait déchiqueter par un train, une autre photo d'un cadavre humain se faisant opérer. J'ai eu envie de vomir. Et à la toute fin de la vidéo, les hurlements étaient assourdissants. Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus fait peur. Ce qui m'a le plus effrayé, c'est que pendant la dernière seconde du film, le plan du cochon est comme passé en relief et sa langue sortie me donnait l'impression qu'elle était à 20 cm de moi. Je sursautais et YouTube afficha ses liens, comme il le fait quand une vidéo se termine. Peu de temps après avoir visionné ça, j'ai reçu un coup de fil. Quand j'ai décroché, une voix au en bas m'a dit « Tu l'as amené chez toi. Tu l'as amené chez toi. Tu l'as amené chez toi. » Comme ça, sans arrêt, avec juste une pause de 2 ou 3 secondes entre chaque. Il ne répondait pas à mes allos. C'est quoi ça? Une blague? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que depuis cette vidéo et ce coup de fil, j'ai l'impression d'être observé. Je vois une langue rose, des crocs blancs et des yeux rouges m'observer dans les recoins sombres de la porte ouverte de ma chambre lorsqu'il fait nuit. Et je n'ose pas fermer cette putain de porte.
Nous sommes le 21 juillet 2044. J'étais devant mon ordinateur, les volets fermés, donc je n'ai pas vu tout de suite ce qu'il se passait. Je me suis levé de ma chaise pour aller me faire un café dans la cuisine, et j'ai remarqué qu'il faisait très sombre. Pourtant mon volet n'était pas fermé dans cette pièce. J'ai regardé l'heure, il était 13h. J'ai alors regardé par la fenêtre, et il faisait nuit. Je comprenais pas, pourtant il n'y avait pas d'éclipse prévue pour aujourd'hui. Je suis donc allé dehors, et j'ai vu tous mes voisins qui étaient dans la rue et qui regardaient le ciel. Personne ne comprenait rien. Les enfants s'amusaient à courir et à rire, mais les adultes avaient un air plutôt terrifié. Le soleil n'était plus dans le ciel, il avait disparu. Je suis resté un peu dehors pour essayer d'avoir des informations auprès de mes voisins, mais ceux-ci étaient tout aussi perdus que moi. La vieille d'en bas m'a dit que le soleil s'était comme volatilisé, d'un seul coup, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton pour éteindre la lumière. Je suis rentré chez moi, et j'ai mis les informations à la télé. Toutes les chaînes parlaient de ça, et personne ne savait ce qu'il se passait. Personne. Donc là, il est 22h, et dehors, j'entends beaucoup plus de sirènes de voitures de police et de pompiers. Et j'imagine que les gens paniquent. Moi aussi, je me sens bizarre, mais je me dis que demain tout ira mieux et que le soleil sera de nouveau dans le ciel. Je connais pas les conséquences si jamais ça n'arrive pas. Déjà, j'ai l'impression qu'il fait froid. Je suis dans le nord de la France, mais pour un mois de juillet, il fait assez froid depuis la disparition du soleil. Ou alors je me fais des films, j'en sais rien. 22 juillet 2044. En vrai, je sais même pas pourquoi j'enregistre ça. Parce que si on meurt tous, personne ne pourra l'écouter. On va dire que c'est pour les possibles extraterrestres qui vont venir ici une fois qu'on sera tous morts, pour faire leurs recherches. Je sais que je dis n'importe quoi, mais j'ai peur un peu. Il est 14h et le soleil n'est toujours pas revenu. J'ai cru pendant la nuit que ce matin, tout allait redevenir comme avant. Mais non. Le soleil semble avoir disparu pour de bon. À la télé, ils ne savent toujours pas. Le seul truc que j'ai appris, c'est que le soleil a disparu 8 minutes avant que nous nous en sommes rendus compte. Le temps que la lumière arrive jusqu'à nous. Une histoire comme ça, quoi. Ouais, ça me sert à rien cette info, mais j'ai que ça. Ma voisine d'en face est venue me demander si j'avais des nouvelles. Elle est conne celle-là. Elle croit que je travaille à la NASA ou quoi. Bon, je lui ai pas dit en face qu'elle est conne. Elle aurait été capable de me foutre un coup dans la tronche. Je lui ai simplement dit que je ne savais absolument rien de ce qui nous arrive. Quand je lui ai dit ça, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a fait mal au cœur. Elle est assez vieille, je dirais qu'elle doit avoir 75 ans. Je suis pas assez doué pour réconforter les gens. Je lui ai simplement dit que ça allait sûrement s'arranger. Mais elle a encore plus pleuré et est rentrée chez elle. Elle m'a juste dit « On va tous mourir. Profitez de vos derniers jours, jeune homme. » C'est là que j'ai commencé à me dire qu'elle avait sans doute raison. Le soleil a subitement disparu. Et d'après les scientifiques invités sur les plateaux, le froid va s'installer très rapidement. Et nous n'y refuserons pas. D'autres disent que c'est des conneries, qu'on pourra survivre, notamment si on se rapproche des zones volcaniques ou qu'on va sous terre. En vrai, je ne sais pas quoi en penser. Et je m'en fous. De toute façon, pourquoi les croire? Ils n'ont pas été capables de voir l'extinction du soleil. Mais c'est vrai qu'il fait froid. 23 juillet 2044. C'est la panique dehors. Bon, déjà, il a commencé à neiger. En plein juillet. Les gamins s'amusent à faire des bonhommes de neige sur le parking. C'est mignon à voir. Ils ne semblent pas se rendre compte de ce qui est en train de se produire. Ça fait du bien de voir ça. Parce que les adultes, eux, savent qu'ils n'en ont plus pour longtemps. J'ai entendu aux infos que beaucoup de personnes se regroupaient dans les grandes villes, et qu'ils pillaient les magasins pour avoir le maximum de provisions. Les stations essence ont été dévalisées. Il n'y a plus de carburant dans énormément d'endroits. Pareil pour les marchands de bois et de charbon. Beaucoup ont rempli des camions pour en avoir le maximum, bien sûr sans payer. D'ailleurs, beaucoup de commerces sont plus ouverts. Quels que soient les commerces, même les restaurants. Pratiquement tout le monde a arrêté de travailler. Ils savent qu'ils vont mourir et veulent passer le plus de temps avec leurs proches. Ça me fait penser que je n'ai personne à aller voir. Je reste seul ici. C'est maintenant que je me rends compte que je n'ai rien foutu de ma vie. J'ai passé la grande majorité de ma vie devant un écran d'ordinateur, à faire bouger des pixels. Je n'ai rien fait, rien construit. Je n'ai aucune famille, aucun ami, rien. Aujourd'hui c'est plus dur que les 2 autres jours. Déjà le froid est de plus en plus fort, mais aussi je me rends compte que c'est fini. J'en ai eu marre des informations qui ressassent en boucle les mêmes choses. Du coup j'ai éteint la télé. Je passe mes journées à regarder des vidéos sur YouTube. D'ailleurs le réseau curieusement semble aller beaucoup plus vite. C'est bizarre. Bien sûr, vous avez des youtubeurs qui profitent de faire des vidéos toutes les heures, avec des titres comme « Voici ce qui va se produire » ou « Tout ceci est un complot ». Sur les réseaux sociaux, c'est pareil.
Les complotistes sont beaucoup. Ils disent que c'est un coup de l'État pour nous faire disparaître, que tout était prévu. Il y a même eu des manifestations ce matin. C'est n'importe quoi, putain. Même pendant la fin du monde, les gens se comportent comme des débiles. Je me sens pas trop bien aujourd'hui. Mais il ne faut pas que je tombe dans la dépression. Je dois profiter de mes derniers jours. Sauf que je sais pas comment. On est le 25 juillet 2044 aujourd'hui. Je n'ai rien enregistré hier car je n'avais pas le cœur à le faire. J'ai voulu hier rendre visite à ma voisine d'en face, histoire qu'on passe un peu de temps en compagnie d'autres personnes. Quand j'ai frappé chez elle, personne n'a répondu, mais la porte s'est entrouverte. Elle était mal fermée. Je me suis alors permis de rentrer chez elle en l'appelant. J'ai marché jusqu'à son salon, où je l'ai vue. Assise dans son canapé, face à la télévision éteinte. Je me suis approché d'elle, et j'ai alors vu les dizaines de flacons vides de médicaments, par terre et autour d'elle. La photo d'un homme qu'elle tenait dans les mains. Et j'ai vu qu'elle ne respirait plus. Je n'ai rien fait. J'ai juste fait demi-tour. J'avais un gros choc quand même, mais je voulais la laisser tranquille. Quand je suis parti, j'ai vu son petit chien qui était assis tout tremblant près de la porte. Il avait froid lui aussi. Je me suis accroupi et je l'ai caressé. Puis je lui ai dit de venir avec moi. Aussi bête que ça en a l'air, je crois qu'il a compris que sa maîtresse était partie. Il m'a suivi sans hésiter. Alors oui, je n'ai appelé ni la police, ni les pompiers, ni rien d'autre. Parce qu'ils ne répondent plus aux appels. Dehors c'est le chaos. On entend souvent des gens crier, des coups de feu. Je crois que les gens règlent leur compte une ultime fois, avant leur départ. Donc je suis rentré dans mon appartement avec le chien. Je lui ai tout de suite fait une assiette avec de la viande que j'avais mis au frigo. D'ailleurs, en regardant mon frigo ce matin, je me suis rendu compte qu'il faudrait que j'aille aux magasins. Sauf que les magasins sont fermés, et ils ont été pillés. Je sais pas comment faire pour m'approvisionner. J'irai sans doute chez ma voisine. Là où elle est maintenant, elle n'a plus besoin de provisions. Nous sommes le 29 juillet 2044. Il y a eu de grosses explosions dehors. Il n'y a plus d'électricité. Mon portable n'enregistrera probablement plus pour longtemps. Durant ces derniers jours, il n'y avait plus rien à la télé. Les journalistes ne venaient plus, et il n'y avait plus de signal. Il fait très froid. Je n'ai jamais eu aussi froid. J'ai été chercher hier les affaires chez ma voisine. J'ai pris la nourriture pour chien aussi. D'ailleurs, il n'en a plus pour longtemps lui non plus. Il tremble de plus en plus. Il ne veut pas manger. On dirait qu'il se laisse mourir. Je l'ai installé dans mon lit, mais rien n'y fait. Mon radiateur ne marche pas, et depuis que l'électricité a été coupée, il fait noir. Nous n'avons plus de lumière. Dans la rue c'est pareil. On peut voir les phares des voitures, mais c'est tout. Et puis il n'y a presque plus personne dans la rue tellement il fait froid. Il y a de la glace partout. 2 août 44. Je crois que c'est le dernier jour où je pourrais enregistrer. J'ai fait exprès d'éteindre mon téléphone pour ne pas utiliser toute la batterie. Si j'enregistre aujourd'hui, c'est parce que je pense que je vais mourir dans quelques heures. Déjà le chien est mort hier. J'ai été mettre son corps près de celui de sa maîtresse. J'ai entendu des coups de feu dans l'appartement. Je crois que des groupes se forment pour piller les maisons et les appartements. J'ai entendu mes voisines hurler à l'aide, avant d'entendre des rires d'hommes et des coups de feu. Ils sont en bas pour l'instant. Donc ça doit être la famille Belli qui a été attaquée. J'espère que ces fillettes n'ont rien. Je n'ose pas sortir d'ici pour les défendre. Je n'ai pas d'armes déjà. Et en plus, je sais pas combien ils sont. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 3 voitures dehors qui ont leurs phares braqués ici. Ils veulent sans doute des provisions, les couvertures. J'entends encore des coups de feu. C'est un massacre. Si je reste ici, ils vont me trouver. Et me tuer. Ou alors je peux aller les voir et leur dire que je veux les rejoindre. Pourquoi ils ne nous laissent pas crever en paix, putain? Pourquoi? De toute manière, on va tous y passer. Pourquoi ils font ça? Je vais me cacher sous mon lit. C'est débile, mais c'est la seule chose que je peux faire. Adieu. C'est encore moi. Je n'en reviens pas. Ils sont partis. Ils ne sont même pas venus ici. Je n'ose pas sortir de sous le lit. Même si j'ai entendu leur voiture partir. Il ne me reste plus de batterie. Je voulais juste dire que je suis en vie pour le moment, mais que ça... Vous commencez à le connaître un peu, ce village. Le village aux 1000 légendes, comme je l'appelle. Nous avons déjà évoqué la légende de la belle Victoria, la dame du lac qu'il vaut mieux ne pas croiser. Nous avons également abordé la légende de la maison cachée au fond du puits et de ses habitants très particuliers. Et la dernière fois, je vous ai raconté la légende de l'école de la peur et de l'homme au chapeau, l'enfance du vieux Bruceman.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre affaire. Une affaire un peu plus violente. Les villageois savent qu'il se passe quelque chose d'étrange dans leur village, mais à chaque fois qu'ils sont témoins d'un quelconque phénomène, ils préfèrent fermer les yeux et trouver des réponses rationnelles à ce qui se produit. Je sais que plus de la moitié des habitants de ce charmant petit village a déjà vécu quelque chose d'étrange à leurs yeux. D'ailleurs, depuis très longtemps, les villageois vivent des choses qui sortent de l'ordinaire, et ce, de génération en génération. La roue tourne et les événements se répètent. Tout ça à cause d'un homme et d'une fille qui sont venus demander de l'aide il y a fort longtemps. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui cette histoire. Celle-ci, je pense que ce sera la dernière que j'aurai à vous raconter. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hôtel du village, un endroit assez sordide qui est placé sur la place du marché. Cette place est l'endroit privilégié des vieilles femmes du village pour leur commérage, surtout le jeudi, le jour du marché. Elles profitent de parcourir les étals pour acheter leurs fruits et légumes et se pencher aux oreilles des unes et des autres afin de murmurer les nouvelles croustillantes de leur voisinage. Le seul qui n'aime pas ce jour, c'est Christian, l'homme qui gère l'hôtel de la place. Il déteste son travail. Il a hérité de l'hôtel par le décès de son père il y a une dizaine d'années et il a décidé de s'y installer. Cet homme passe son temps à souffler et à crier après sa jeune employée Leslie, qui s'occupait de nettoyer les chambres et de préparer le petit déjeuner pour les quelques voyageurs qui faisaient une pause dans l'établissement. C'était rare qu'il y avait des clients dans cet hôtel. Parfois, il y avait bien un homme du village accompagné d'une femme qui n'est pas la sienne, ou des voyageurs qui s'arrêtent là parce qu'ils ont beaucoup roulé et qu'ils sont fatigués. Mais c'est tout. Le village n'étant pas touristique, il est normal que l'établissement ne se remplisse pas. Christian adorait enregistrer les couples infidèles, car il les connaissait, il savait avec qui monsieur ou madame étaient mariés, et il adorait les installer dans une chambre où il avait fait un petit trou exprès dans le mur pour pouvoir les observer, car il savait qu'ils étaient là pour ça. Il les observait et prenait beaucoup de plaisir, s'imaginant à la place de l'homme. Il faut que je vous dise que Christian n'a jamais connu la douceur d'une femme. Jamais, il n'a connu l'amour, et à son âge, presque 50 ans, il se disait qu'il ne le connaîtrait jamais cette sensation. Donc, il trouvait son plaisir en observant les autres. Leslie, elle, ignorait que son patron avait fait un trou dans un mur pour jouer les voyeurs. Par contre, elle savait que son supérieur était un pervers. Plusieurs fois, elle l'avait vu regarder sa poitrine quand elle portait des décolletés, ou sous sa jupe quand elle grimpait les escaliers devant lui. D'ailleurs, il s'arrangeait toujours pour être derrière elle. Ça la dégoûtait, mais elle ne disait rien de peur de perdre son travail. Elle n'aimait pas particulièrement son travail, mais elle avait besoin du salaire qui tombait chaque fin de mois. Du haut de ses 20 ans, elle devait s'occuper de son père qui était atteint d'une maladie inconnue pour les médecins. Il ne pouvait plus bouger. Il restait allongé dans un lit médical, installé dans le petit salon de son appartement, face à une télé vieille de quelques dizaines d'années. La télé était allumée en permanence, bien que son père ne puisse ouvrir les yeux pour la regarder. Leslie faisait ça car elle pensait que son père pouvait peut-être entendre. Il était dans une sorte de coma et devait respirer avec une machine. Elle détestait le bruit que faisait la machine. Le bruit métallique hantait ses nuits. D'un côté, entendre ce bruit la rassurait, mais elle en avait peur, sans vraiment savoir pourquoi. Mais la nuit, quand tout était silencieux et qu'elle entendait le bruit métallique, elle ne s'en sentait pas bien. Elle a donc décidé d'acheter des bouchons d'oreilles pour atténuer le bruit. Mais même avec ça, elle pouvait l'entendre. Parfois, elle entendait le bruit même quand elle n'était pas dans son appartement. Elle se disait que son cerveau avait enregistré ce bruit et qu'il lançait le son de façon aléatoire. Dans le village, c'est l'une des jeunes femmes les plus courageuses, si ce n'est la plus courageuse. Elle a sacrifié sa jeunesse pour aider du mieux qu'elle pouvait son vieux père. Dans le village, pratiquement tout le monde connaissait son histoire, et beaucoup de villageois la trouvaient très gentille, et les femmes majoritairement la plaignaient qu'elles doivent travailler avec un vieux pervers. Mais moi, je sais quelque chose qu'ils ignorent tous sur cette jeune femme. Je peux vous le dire à vous, mais vous ne devez le répéter à qui que ce soit. C'est juste entre vous et moi. Elle a tendance à tuer les animaux du quartier pour se défouler. Oh oui, la petite Leslie que le village adore est en réalité un monstre. Dès qu'elle voit un chat ou un chien errer près de chez elle, elle l'attrape grâce à de la bouffe pour animaux et la tire jusqu'à dans sa chambre. Et là, c'est fini pour la pauvre petite bête. Elle n'a aucune chance face à Leslie. Dans sa chambre, elle cache spécialement une hachette qu'elle abat généralement sur la tête de la bête. Celle-ci
n'a souvent pas le temps de réagir, et dans le cas contraire, elle se jette sur l'animal et le massacre de plusieurs coups. Puis, elle s'étale le sang sur le visage et tout son corps, car elle a entendu dire que le sang donnait une vie éternelle, ou du moins, donnait l'apparence d'être toujours jeune. Elle faisait ça pour ne pas ressembler à son père. Oh oui, la petite Leslie n'est pas si gentille que les villageois le pensent. D'ailleurs, je vais vous parler de la dernière fois où Christian a posé ses yeux sur elle. C'était un jour de marché, comme à son habitude. Christian buvait sa tasse de café devant la porte de son hôtel, observant les vieilles commères en train de parler sur le dos de leurs voisins. Et aussi, en observant de manière pas du tout discrète, les fesses des jeunes femmes qui passaient devant lui, peu importe si elles étaient majeures ou non. Quand il est rentré dans son hôtel, il a vu dans le couloir son employé en train de se diriger dans la chambre où il a fait son trou de pervers, accompagné d'un jeune homme. Il s'est alors dit qu'enfin, il pourra voir à quoi ressemblait cette jeune femme sans ses vêtements. Il a posé sa tasse de café sur son bureau, et il est parti dans la chambre juste à côté, avec un grand sourire, afin de pouvoir observer les jeunes. Leslie ne se sentait pas bien avant d'aller au travail. Elle avait très mal au crâne, au point qu'elle voulait simplement se claquer la tête dans le mur. Elle ne supportait plus le bruit de l'appareil de son pauvre vieux père. Alors quand elle est descendue pour prendre son petit déjeuner, et qu'elle est passée devant le lit médical, elle a pris une décision radicale pour ne plus l'entendre. Elle s'est approchée de son père, et lui a murmuré un « Désolé papa » à l'oreille, avant de lui débrancher l'appareil. Celui-ci s'est alors arrêté de faire du bruit, ce qui l'a soulagé, et quelques secondes plus tard, Leslie a remarqué que son père ne respirait plus du tout, et qu'il était mort. Elle venait de tuer son père pour ne plus entendre l'appareil. Sauf que dans sa tête, elle entendait toujours le sifflement métallique. Elle s'est alors mise à genoux, les mains sur ses oreilles, et s'est mise à hurler. Elle n'en pouvait plus. C'est à ce moment précis qu'elle s'est dit qu'elle était fichue. Elle a alors simplement séché ses larmes, et est partie au travail laissant le corps sans vie de son père dans son lit médical, sans prévenir personne. De toute manière, elle n'avait plus de famille, elle était seule. Quand elle est arrivée à l'hôtel, il n'y avait personne. Son patron n'était pas encore là, ou du moins, il n'était pas à l'accueil. Du coup, elle s'est simplement mise à commencer à préparer le déjeuner pour les 3 clients qui étaient à l'hôtel ce jour-là. C'est quand elle a posé le plateau de pain sur le comptoir de la salle de restauration qu'elle a vu un jeune homme qui la regardait timidement. Il était plutôt mignon, et devait être un des clients qui attendait pour déjeuner. Elle s'est alors dit qu'elle n'avait rien à perdre à le chauffer un peu. Elle a fait exprès de ramasser des couverts qu'elle avait fait tomber intentionnellement par terre, et elle les a ramassés en relevant bien sa jupe. Quand elle s'est retournée vers le jeune homme, celui-ci était tout rouge, ce qui l'a fait rire. Elle s'est alors approchée de lui, et lui a dit de l'accompagner dans une chambre. Avant même qu'il eût le temps de dire quelque chose, elle a empoigné la main du jeune homme et l'a entraîné dans le couloir jusqu'à une chambre. Elle n'avait pas vu que son chef était en train de boire son café à la porte. Et d'ailleurs, elle ne s'en souciait pas du tout, elle voulait s'amuser. Christian a décroché le tableau qui cachait son trou de voyeur et a commencé à déboutonner son jean. Il regardait dans la chambre voisine et voyait Leslie en sous-vêtements qui était en train de caresser le torse du jeune homme qui, lui, était nu. Il n'en ratait pas une miette. Il commençait à se masturber quand, d'un coup, le jeune homme s'est mis à pousser un hurlement horrible. Leslie, qui avait commencé une fellation au jeune homme, avait décidé de jouer autrement. Le bruit dans sa tête la rendait folle. Elle a vu l'envie subite de mordre et d'arracher le sexe du jeune homme, ce qu'elle a fait. Le sang a giglé partout. Le jeune homme essayait tant bien que mal de s'enfuir. Leslie a éclaté de rire et a allongé le jeune homme en sang et en pleurs, qui hurlait douleur, sur le lit et a commencé à le lacérer avec ses ongles, puis à le mordre, lui arrachant des bouts de chair. C'était un carnage. Christian ne savait pas quoi faire. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait. Comment à la gentille Leslie a-t-il pu devenir ce monstre? Il a voulu sortir de la chambre, mais il a fait du bruit avec le tableau. Quand il s'est retourné vers la porte, il était trop tard, Leslie était là, nue et couverte de sang. Elle lui a sauté dessus en l'insultant de pervers et lui a dit que s'il aimait vraiment son trou, il allait pouvoir le regarder de très près. Elle lui a attrapé les cheveux, il lui a claqué violemment la tête contre le mur à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il tombe mort. C'est quand il est mort que Leslie s'est sentie un peu étrange. Sa tête ne la faisait plus souffrir, et elle a enfin vu ce qu'elle avait fait. Elle s'est mise à crier et à pleurer. En fait, ce qui la rendait folle, c'était le bruit métallique dans sa tête. Elle a toujours cru que ça avait un rapport avec l'appareil de son père. Mais moi, je peux vous dire que non. Ça n'a rien à voir. Ce bruit métallique vient de quelque chose de bien plus sombre que ça. Ma propre fille a déjà entendu ce son, et quand elle l'entendait, elle devenait très violente.
Mais ça sera pour une autre fois. Leslie a fini par mettre fin à ses jours le jour même des meurtres horribles qu'elle a commises. Cet hôtel a fini par être vendu à un riche de la ville, et aujourd'hui, il n'est toujours pas rénové, ni ouvert au public. L'histoire de Leslie a fait beaucoup de bruit dans le village, mais ce n'est rien comparé aux autres histoires que je vais vous conter. Il faut que je vous raconte ce que j'ai vécu en buvant un thé très spécial. Mon cerveau a comme été brisé depuis ce temps. Ma vie n'est plus du tout la même. Je sais pas quoi faire. Je ne trouve aucune réponse à mes questions. Je suis perdu. Tout a commencé le jour où j'ai revu des vieux amis d'enfance, que je n'avais pas vus depuis des années. On s'est perdu de vue au collège, chacun avait choisi sa branche et ses lycées. Donc on ne s'était plus vus, on s'était parlé quelque temps par message, mais au fil des jours, les messages devenaient de plus en plus rares, jusqu'à être complètement inexistants. Et puis, alors que je pensais plus du tout à eux, j'ai reçu un message sur Facebook. C'était Jérémy, un de mes anciens camarades. J'étais très content d'avoir de ses nouvelles. Il me disait qu'il essayait de regrouper notre ancienne bande pour un petit week-end de retrouvailles. J'ai trouvé l'idée super, et j'ai répondu que j'étais d'accord et que j'y serais, et que j'avais hâte de revoir leur tête et de savoir ce qu'ils étaient devenus. Donc on se donne rendez-vous avec Dimitri, Jérémy et Enzo pour le week-end suivant. J'ai été impatient de les voir. J'avais acheté pour ce rendez-vous plusieurs bouteilles de vodka et des bières. Quand j'y suis arrivé, ça m'a fait très bizarre de les voir réunis là, dans ce petit appartement. C'était comme si on ne s'était jamais perdu de vue. On a tout de suite été très à l'aise. On s'est tous un peu serrés dans les bras les uns les autres, et on s'est assis sur le canapé. Puis on a commencé à boire un peu. Mais Jérémy s'est levé et a apporté une petite boîte, et l'a posée sur la table du salon. À l'intérieur, il y avait de la weed. Il nous a regardés et a demandé si ça intéressait quelqu'un. Je n'avais jamais pris ce genre de choses. J'en avais un peu peur. On m'avait raconté plein de choses sur les drogues, même douces. Comme j'ai vu que les autres étaient partants, j'ai dit que je voulais bien essayer. Le truc qui m'a surpris, c'est que Jérémy a dit qu'il préférait en thé et m'a demandé comment on la voulait. Les deux autres ont répondu en thé également, du coup j'ai fait pareil. Il est alors parti préparer le thé. Pour être honnête, je ne sais pas du tout comment ça marche, donc je ne peux pas décrire les étapes. Pendant que l'appartement commençait à sentir l'odeur très reconnaissable de la weed, nous parlions de nos vies. On se racontait nos aventures, ce qu'on faisait dans nos vies, etc. Puis, Jérémy est parti servir les tasses. Quand il est revenu, il avait un plateau avec 4 tasses remplies d'un liquide très rouge. J'ai pris ma tasse et j'ai regardé le liquide. Ça ne me donnait pas du tout envie de le boire. Surtout qu'il y avait des petits morceaux de feuilles. Quand je l'ai fait remarquer à Jérémy, il m'a dit que c'est normal, qu'il les avait laissés exprès pour un voyage plus intense. J'étais devenu très curieux. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai porté la tasse à mes lèvres et j'ai bu. Ce n'était vraiment pas bon, et c'était très gras. Quand il a vu ma tête, Jérémy m'a dit que oui, ce n'était pas bon, mais que ça en valait le coup. J'ai donc fini ma tasse. Et je n'ai rien ressenti. Aucun effet, rien. Je l'ai dit à Jérémy, et il m'a dit que c'est normal, mais que d'ici une bonne heure, je serais parti. Les deux autres se foutaient de moi, ils me disaient que ça se voyait tellement que je n'avais pas l'habitude, et que ça allait me faire bizarre. Ils avaient raison. Un peu moins d'une heure après, alors que j'étais assis en discutant, j'ai senti une étrange sensation au niveau du ventre. Pas désagréable, au contraire. Je me suis demandé ce qu'il se passait. Puis, j'ai commencé à sentir mon cœur battre de plus en plus rapidement. Ça m'a fait un peu peur, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et je voyais Dimitri qui s'était levé et s'était mis à rire en disant qu'il était parti. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'a fait rire. J'ai éclaté de rire. Je trouvais ça hilarant. Et lui me regardait et riait aussi. Une fois que j'avais fini de rire, je me suis calmé quelques secondes. Et j'ai regardé autour de moi. C'était une sensation très bizarre. J'avais l'impression de dormir, d'être dans mon lit en plein rêve, mais j'arrivais à sentir ce que je touchais. Je n'étais pas dans un rêve, mais la sensation que j'avais, c'était très similaire. Je me sentais bien. Je me disais que je devais rester dans cette étape tout le temps. Juste bien. Sans stress, ni rien. Et puis j'ai vu Jérémy qui s'approchait de moi. Mais c'était très étrange. Comment vous décrire ça ? J'avais l'impression que je le voyais à travers une sorte de défilement de photos. Je le voyais qui marchait, mais à chaque pas, c'était comme si mon cerveau faisait balayer la scène pour passer à la suivante. C'était très saccadé. Je n'avais jamais vécu ça, et j'avoue que ça m'a un peu fait peur. Je me suis alors levé tant mec mal, et je me suis assis contre un mur, mis un peu à l'écart d'eux, qui étaient tous les trois, en train de se balancer de droite à gauche en riant.
J'imitais leurs mouvements mais assis contre le mur. Je me disais que cette situation n'était pas normale, que je voulais me réveiller. Sauf que ce n'était pas un rêve. Après une lutte intérieure à me dire que ça allait finir, je me suis détendu et je me suis levé pour me joindre aux autres. Et je me suis balancé à leur côté en riant à des choses vraiment cons. Et alors que j'étais bien, j'ai eu envie de pisser. Donc je suis allé dans la salle de bain, et alors que j'urinais, j'ai entendu quelque chose, comme un petit rire derrière le rideau de douche qui était tiré. Je l'ai regardé sans oser bouger, puis j'ai encore une fois entendu ce petit rire. J'ai avancé jusque devant le rideau, je voyais une ombre qui imitait exactement mes gestes. J'ai passé au moins 1 heure comme ça, à bouger devant le rideau de la salle de bain, à regarder cette ombre faire les mêmes mouvements que moi. Jusqu'à ce que d'un coup, je me retrouve allongé sur le sol de la chambre. Je ne me rappelais pas m'être endormi, ou avoir quitté la salle de bain, mais je venais de me réveiller, allongé sur le sol de la chambre, en caleçon, comme si je m'étais endormi là. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne, mais il y avait des canettes de coca un peu partout et des restes de chips aussi. J'ai regardé l'heure, seulement 5 minutes depuis la salle de bain. C'était incompréhensible, et je n'ai pas compris comment cela était possible. Je me suis levé, mais encore une fois, je me suis réveillé sur le sol de la chambre. Impossible de décrire comme sentiment. Je me suis assis en prenant ma tête dans mes mains, et j'ai fini par appeler, mais personne n'a répondu. J'ai regardé l'heure, cette fois, et une bonne heure était passée depuis tout à l'heure. Je savais que j'étais dans un état très étrange à cause du thé, mais je ne savais pas que ça allait me faire cet effet. J'ai décidé de me relever, et encore une fois, je me réveille sur le plancher de la chambre. Cette fois j'ai pleuré. J'en avais marre. À chaque fois que je me levais, je me réveillais sur le plancher. J'ai réessayé une dizaine de fois et ça faisait pareil. Et l'heure ne bougeait plus. Il était à chaque fois 3 heures du matin. J'ai alors eu une idée. Vu que je me réveillais en me levant, j'allais avancer en rampant. Et j'ai commencé à ramper. Ça marchait. Je ne me réveillais pas. Arrivé à la porte, j'ai tenté de me relever. Et je me suis retrouvé face au rideau de douche, en train de gesticuler dans tous les sens devant l'ombre qui était derrière. Je me suis rendu compte de la situation, et j'ai alors arrêté de bouger. Et c'est là que l'ombre a commencé à faire des gestes aussi. Puis d'un coup, tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur le sol de la chambre, encore une fois. J'ai regardé l'heure. 3 heures. Cette fois, j'ai hurlé. Je voulais me réveiller de ce cauchemar. Pourquoi personne ne me répondait? J'ai décidé de dormir. Si je voulais me réveiller, ça devait être la meilleure solution. Je me suis alors allongé sur le sol de la chambre, et j'ai fermé les yeux. J'ai alors vu des choses ramper vers moi. Je crois que c'était en rêve, mais je n'en suis pas sûr. Des sortes de vers qui se déplaçaient comme dans le jeu Snake, et qui mangeaient d'autres vers, qui avançaient de la même manière. Puis j'ai senti le sol bouger, comme s'il m'aspirait. J'ai eu tellement peur de me faire aspirer par le plancher que je me suis réveillé. J'étais cette fois dans la baignoire de la salle de bain. Comment j'avais fait pour en arriver là? Je n'en sais rien. C'était complètement chaotique. J'ai regardé à travers le rideau de douche qui était tiré, et j'ai vu une ombre en train de faire des gestes, puis s'arrêter. Alors j'ai voulu faire pareil. J'ai commencé à bouger. Puis quand j'ai tiré le rideau de douche, c'est le salon qui est apparu, avec mes amis qui étaient en train de jouer aux cartes sur la table. Moi, j'étais contre le mur, en pleurs. Je comprenais plus rien. J'ai regardé l'heure. 3 heures du matin. Je me suis levé, et je me suis approché d'eux, et leur ai demandé si c'était normal ce que je vivais. Mais personne ne me répondait. J'ai regardé leur visage, et ils n'avaient pas d'yeux, ni de nez, ni de bouche, rien. Et les cartes n'avaient rien dessiné également. J'ai hurlé, et je me suis réveillé sur le sol de la chambre. J'en avais marre. J'enregistre ces mots depuis mon téléphone. Je ne sais pas si je vais me sortir de cette situation. Je n'arrive pas à me réveiller. Comment je peux faire? Je comprends plus rien. Je ne sais pas si c'est réel ou non. Suis-je en plein rêve? Même ça là, ce que je suis en train d'enregistrer, est-ce que je le fais vraiment ou non? Comment savoir? J'ai peur de me lever et de me réveiller une nouvelle fois. Et j'entends encore un rire du rideau de douche à côté. D'ailleurs, pourquoi il y a un rideau de douche dans une chambre? Putain, je crois que ça recommence. J'en ai déjà parlé sur ce site, mais adolescent, je me passionnais pour le cinéma underground. Avec d'autres amateurs, nous nous échangions des VHS de films pour la plupart trash, gore et parfois pornographiques. J'ai découvert comme ça un certain nombre de noms aujourd'hui mieux connus du grand public. J'ai aussi découvert un film qui continue aujourd'hui encore à me hanter. Un film asiatique dont je ne connais toujours pas le nom et sur lequel apparaissaient différentes tortures animales. Je l'ai déjà évoqué sur ces pages. L'article doit encore être trouvable sous le nom Vieille VHS.
D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, mon enquête là-dessus n'a pas beaucoup avancé, et je suis toujours à la recherche de la moindre information que quiconque pourrait me fournir à propos de ce truc. Mais ce n'est pas de ce film dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance, sur Facebook, de retrouver un vieux camarade de l'époque. Nous nous sommes vus, et nous avons, comme vous pouvez l'imaginer, longuement conversé du bon vieux temps. Aussi, notre discussion a vite dérivé sur les VHS. Nous avions tous les deux vu passer un certain nombre de films glauques qui semblent aujourd'hui totalement oubliés. Mais malgré nos recherches, impossible de retrouver la trace de certaines de nos très chères et traumatisantes pépites. Évidemment, mon ami a fini par me parler de ce moyen métrage qui mettait en scène la mort d'un rat et d'un chaton. Mais étonnamment, ce n'était pas ce film qui l'avait le plus choqué. Pour lui, la voix du présentateur donnait aux scènes un aspect un peu loufoque, qui cassait le malaise. D'ailleurs, il était presque sûr que les réalisateurs avaient utilisé des effets spéciaux, dans le plus pur style des Guinea Pigs. Du moins, il préférait s'en convaincre. Il m'a ensuite parlé d'un autre film, un film dont il avait oublié le nom. Il a commencé à me le décrire, à me décrire la pochette qui montrait, dans ses souvenirs, un bébé difforme entouré d'une sorte d'aura verdâtre. Le reste de la pochette était parfaitement noir, avec quelques idéogrammes japonais. Au niveau du film en lui-même, mon avis n'avait que des flashs d'une bobine presque amateur, tournée dans une sorte de cave où des dizaines d'étagères étaient recouvertes de cadavres mutilés et d'enfants morts-nés, conservés dans des bocaux. Ce film, je l'avais vu aussi, et contrairement à mon ami, je me souvenais de son nom. Celui-ci m'était revenu comme un flash, comme un souvenir très longtemps refoulé. Mute. Notre conversation a ensuite dérivé sur d'autres sujets. 2 ou 3 semaines plus tard, mon ami m'a appelé. Il venait de fouiller des vieux cartons, des cartons qu'il n'avait pas ouverts depuis la mort de son dernier magnétoscope, il y a plus de 15 ans. Il y avait retrouvé plein de vieux films. Il savait que moi, toujours aussi passionné, j'avais conservé un magnétoscope auquel je tenais comme à la prunelle de mes yeux. Il m'a donc proposé de se faire une petite séance ciné chez moi. Tout réjoui, j'ai accepté immédiatement. Il est arrivé en début de soirée. Je vous passe l'apéro, les bières et les conversations sur nos familles et boulots respectifs. Est donc venu le moment où il a ouvert son grand sac à dos noir, dont il a sorti sous cette cassette. Il y avait là des nanars et des films érotiques, principalement italiens, des années 70. C'est alors que je l'ai vu. Une pochette noire, avec un halo verdâtre au milieu. Mute. Mon ami m'a appris qu'il venait de le retrouver, qu'il l'avait cherché après nos retrouvailles et qu'il était presque sûr de l'avoir encore. Et bingo, le film était bien là, en chair et en os si je puis dire. Évidemment, mon premier choix s'est porté sur celui-là. Je l'ai saisi et l'ai mis dans le magnéto, et on s'est tous les deux enfoncés dans le canapé, un paquet de chips à porter. Un petit frisson m'a traversé l'échine dès l'apparition des premières images. Déjà, première surprise, le format était carré, parfaitement carré. Le logo baroque, déjà présent sur la jaquette de la cassette, apparaissait en haut à gauche du cadre. Une première séquence en noir et blanc montrait un groupe d'hommes qui marchaient dans un couloir. Au bout de quelques secondes, ils se sont arrêtés devant une porte entrouverte. À l'intérieur, dans l'obscurité, on devinait des silhouettes étranges. Puis, arrivait le titre du film, blanc, minuscule, au centre d'un immense fond noir. Mute. Le film enchaînait sur un visage presque décomposé, gris, crevassé, boursouflé, ignoble. Zoom arrière, révélant que ce dernier appartenait à une tête coupée dans un bocal. D'autres plans sur des têtes coupées, plus ou moins bien conservées, ont suivi. À un moment, la caméra a filmé un visage de profil. Le caméraman, lui, a tourné autour et a contourné le bocal pour révéler que la tête était en fait parfaitement coupée en deux, dans le sens vertical. Le cerveau, la colonne vertébrale et les tissus mous transparaissaient à travers le verre épais. Le film a alors montré des torses ouverts, des entrailles collées comme des ventouses aux parois transparentes. Nous avons vu des bras et des jambes écorchés, dont l'os et les tendons étaient apparents, mais dont la main, elle, était parfaitement conservée, avec une peau jaune et des ongles sales. Nous avons regardé ainsi des plans sur des morceaux de corps qui s'enchaînaient et encore sans discontinuer. Puis sont venus les bébés. Des êtres difformes flottant dans des bocaux. L'un avait une tête énorme, l'autre était un encéphale. Les images de siamois dans des positions étranges se succédaient. Sur un plan, on pouvait voir 2 petits corps qui étaient soudés sous la même tête gonflée. La caméra les a alors contournés, montrant qu'il y avait en réalité un autre visage greffé à l'arrière de celle-ci. Sont alors venues des images
de nouveau-nés sans visage, sans mains, sans pieds, et possédant des malformations dont j'ignorais même l'existence et que je ne peux décrire. Tous les visages étaient ronds, grisâtres, et ressemblaient à des masques. Leurs orbites étaient vides, et les parties de leur corps qui touchaient les vitres de leur bocal avaient déjà commencé à se décomposer. Leur petit corps était également recouvert de trous sanglants, et leur peau était tellement fripée qu'elle semblait sur le point de se détacher. Le caméraman a passé un temps infini à filmer ces petits êtres. Il n'y avait pas de bruit, pas de musique, juste le ronronnement de la caméra. J'étais de plus en plus mal à l'aise, le traumatisme de l'adolescence remontait. Dans la pénombre, j'ai regardé mon ami. Sa bouche faisait une horrible grimace, et ses yeux étaient comme exorbités. Il ne pouvait plus détourner le regard de l'écran. J'en suis revenu à la télévision. Le caméraman filme maintenant un enfant de 2 ou 3 ans, éventré, conservé dans un grand bloc de verre en bas d'une étagère. Derrière lui, à même la paroi humide, était clouée la peau du ventre du gamin, parfaitement ovale. C'est à ce moment-là que j'ai quitté la pièce. Je ne peux pas dire que j'avais la nausée, mais j'avais besoin d'une pause, de respirer un peu d'air frais. Quand je suis revenu quelques minutes plus tard, mon ami était toujours là. J'ai retourné mon regard vers l'écran. Des petits bébés aveugles, de toutes les tailles, s'alignaient dans une vitrine. 2 grands corps adultes baignés dans de grands sarcophages en verre. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai fait attention aux symboles présents sur les écriteaux. Ce n'était pas du japonais. Je n'ai pas réussi à identifier la langue, probablement un alphabet du sud-est asiatique, ou alors assez proche de l'indien. Je ne suis sûr de rien. Le film s'est en fait terminé. Il n'a duré que 45 minutes. Il s'achevait brusquement, sans conclusion, sur une image d'un squelette accroché au mur. Mon ami et moi sommes peu à peu revenus du choc. Nous n'osions même pas parler de ce que nous venons de voir. Un peu plus tard dans la soirée, nous avons néanmoins décidé de faire quelques recherches sur internet. Impossible de trouver la moindre information. Le film semblait absolument inconnu du reste du monde. Finalement, nous avons trouvé un petit site américain, probablement illégal, qui prétendait commercialiser, à prix d'or, des bootlegs du film. Selon le site, Baroque serait une filière du producteur Aroma Planning, spécialisé dans le porno trash. La maison de distribution Baroque était spécialisée dans les films gore, très gore et dépravés. C'est à eux notamment que l'on doit les œuvres les plus trash de Tamakishi Hanaru. Pour ce qui est de Mute, le film aurait fait partie des annulés, des films tournés, mis en boîte, mais jamais sortis. Baroque a fini par s'éteindre, gardant précieusement, au fond de ses tiroirs, une poignée de films maudits. Mute n'aurait jamais dû refaire surface. J'y ai longuement pensé depuis. Il y a tellement de mystères autour de cette vidéo. Qui l'a tournée? Quand? Où? Est-ce que l'auteur a voulu dire quelque chose avec son film? Tous ces visages muets, tous ces enfants morts jetés dans des bocaux. Que nous criait-il? Mais surtout, comment ce foutu film s'est-il retrouvé dans le carton de mon pote? J'ai toujours aimé les films. En tant que cinéphile, mon attention se portait instantanément sur la télévision lorsque j'apercevais une publicité pour un film à venir. La plupart des créations hollywoodiennes stupides et sans intérêt étaient facilement oubliables, donc à chaque fois que je tombais sur un nouveau film indépendant avec un concept relativement original, j'étais excité à l'idée de découvrir quelque chose de différent. Récemment, j'ai eu l'occasion de voir une publicité pour un thriller à parution limitée qui s'appelait « Pièce silencieuse ». Le titre à lui seul était intriguant, et lorsque j'ai regardé la publicité, je n'ai pas été déçu. Le film mettait en scène un tueur en série avec un sens moral tordu, qui choisissait ses victimes en fonction de ce qu'elles prenaient ou offraient à la société, selon ses propres critères. Et la manière dont il les tuait reflétait la façon dont elles avaient blessé les autres autour d'eux. Je n'avais vu que 2 publicités différentes pour ce film, et les 2 étaient quasiment similaires. Seule la narration et les extraits montrés changeaient légèrement. Cependant, un soir où j'étais en train de regarder la télé, j'ai vu un spot publicitaire pour Pièce silencieuse, que je n'avais jamais vu auparavant, que j'ai trouvé absolument glaçant. Il commençait avec le titre écrit en blanc sur fond noir, qui est resté affiché pendant environ 5 secondes. Il est ensuite passé sur un deuxième écran similaire, et le deuxième cette fois-ci disait « J'arrive », en plein milieu de l'écran. Le message était accompagné par plusieurs sanglots discrets. En regardant l'écran de plus près, je pouvais apercevoir environ 6 silhouettes sombres en arrière-plan. Il n'y avait aucun extrait dans cette publicité, ni le message habituel, bientôt dans les salles. J'ai trouvé ça très troublant, mais c'est probablement une technique de marketing. J'ai regardé quelques dessins animés pour me calmer, puis je suis allé me coucher.
Le jour suivant, à la pause déjeuner, je suis allé manger avec ma collègue et amie Sarah. Nous avons discuté de tout et de rien, et une chose menant à une autre, j'ai fini par lui parler de la publicité bizarre que j'avais vue la veille. J'ai été choqué d'apprendre qu'elle regardait également la même chaîne à la même heure, mais la bande-annonce qu'elle avait vue n'était pas du tout celle que j'avais vue, c'était l'habituelle qui passait au début. J'ai protesté, et je lui ai décrit en détail ce que j'avais vu dans la mienne, mais elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Cela m'a bien sûr beaucoup perturbé, mais ne trouvant pas d'explication, j'ai fini par hausser les épaules en essayant de ne plus y penser. Après quelques jours, j'avais presque complètement oublié ce qui s'était passé, et je suis retourné à ma petite routine télé le soir. Mais évidemment, je n'ai pas tardé à la revoir à nouveau. C'était presque la même que la dernière fois, seulement cette fois-ci, tout semblait plus intense. Les lamentations et les sanglots étaient plus forts, et les silhouettes en arrière-plan, beaucoup plus visibles. Mon cœur s'est emballé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Sarah, lui demandant si elle voyait ce que j'étais en train de voir. Mais elle a répondu par la négative et a rapidement raccroché, en me disant qu'elle était trop occupée avec ses enfants pour discuter. Je n'ai pas protesté, toujours sur le choc de cette étrange bande-annonce que je semblais être le seul à voir. Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête et j'ai commencé à douter de ce que je voyais et j'entendais. Avant de sombrer davantage dans la panique, je me suis levé et je suis allé me préparer quelque chose à manger. J'ai de nouveau regardé des dessins animés, ce qui ne m'a pas beaucoup aidé cette fois. Puis, je suis allé me coucher. Je m'attendais à devoir me retourner dans tous les sens avant de trouver le sommeil, mais étrangement, j'ai vite sombré dans l'inconscience. Au milieu de la nuit, je me suis brutalement réveillé. J'aurais juré avoir entendu quelque chose d'étrange, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que c'était. La publicité de pièces silencieuses m'est presque immédiatement revenue en mémoire, et la peur qui l'accompagnait m'a submergé. Je me suis figé dans le lit, le cœur battant à tout rompre, et j'ai essayé de localiser le bruit, même si une petite voix au fond de mon esprit me disait que c'était sûrement mon imagination. On aurait dit des pleurs et des lamentations intenses, exactement les mêmes que celles que j'avais entendues à la télé. La peur qui me serrait la poitrine s'est transformée en panique, et j'ai tiré le drap par-dessus ma tête, dans une vaine tentative d'étouffer les bruits. Mais ils n'ont fait qu'empirer. Le désespoir de ces êtres envahissait mon esprit, m'assourdissait. Alors que j'essayais de toutes mes forces de bloquer ces horribles voix, j'ai aperçu une ombre traverser mon drap, mais j'étais trop terrifié pour le retirer et vérifier si c'était simplement un oiseau ou un autre passant devant ma fenêtre, ou quelque chose du bien plus sinistre tapis dans ma chambre. J'avais l'impression d'être un enfant terrifié par le monstre dans son placard ou sous son lit, et cette impression s'est brusquement intensifiée lorsque j'ai senti quelque chose de glacé toucher mes orteils sous le drap. Tremblant de terreur, des larmes coulant sur mes joues, je me suis mis en position fétale et j'ai prié de toutes mes forces. Mais mes prières étaient inutiles car quelques instants plus tard, mon drap a violemment été arraché et j'ai pu voir ce qui rôdait dans ma chambre. Une silhouette noire, grande, se tenait à côté de mon lit. Il n'y avait pas d'oreilles, ni de nez, ni d'yeux sur sa tête. Son seul trait était une énorme bouche étirée en un sourire sinistre. Le besoin de hurler a inondé mes poumons, mais aucun son ne s'est échappé de ma bouche tremblante. Et plus ma terreur grandissait, plus le sourire de la créature s'élargissait. Elle semblait se nourrir de ma peur intarissable, jusqu'à ce qu'elle en ait assez et me transperce le cœur de sa griffe acérée. J'ai réussi à apercevoir une dernière fois la chose, pleinement satisfaite et repue, avant que je ne sombre dans les ténèbres. Quand je me suis réveillé, j'étais sur le sol. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé, mais il faisait toujours très noir à l'extérieur. Me souvenant brusquement de ce qui s'était passé, j'ai saisi ma poitrine, là où la créature m'avait attaqué. Il n'y avait ni sang, ni blessure. Normalement, j'aurais poussé un énorme soupir de soulagement, en réalisant que ce n'était qu'un cauchemar, et que j'étais simplement tombé du lit. Mais tout ce que je pouvais ressentir était de la peur, et une intense tristesse. Le même genre de tristesse que vous ressentez au moment où vous découvrez qu'un être cher est décédé. Je me suis relevé tant bien que mal, et j'ai trébuché jusqu'à l'interrupteur pour allumer. Mais j'avais beau tâtonner dans le noir, je ne le trouvais pas. La seule lueur dans la pièce était celle de la fenêtre. En me tournant vers elle pour l'inspecter, j'ai violemment sursauté. Elle était beaucoup plus grande et semblait anormale. En m'approchant pour l'examiner, j'ai remarqué ce qui ressemblait à des lettres écrites sur le verre. On aurait dit le reflet d'un message sur un miroir. Je me suis concentré pour le lire. J A R R I V E. J'arrive. Mes jambes se sont dérobées sous moi et une terreur indescriptible m'a envahi lorsque j'ai réalisé ce qui s'était passé. Alors que mes yeux s'adaptaient à l'obscurité, j'ai remarqué les 6 silhouettes qui m'entouraient, pleurant hystériquement. La tristesse que je ressentais depuis que j'avais repris conscience s'est amplifiée, jusqu'à ce que je commence moi aussi
à pleurer de manière incontrôlable. La lumière émanant de la fenêtre était le seul réconfort dans cet horrible endroit. Je me suis donc traîné jusqu'à elle pour que je puisse regarder à l'extérieur. La seule chose que j'ai pu voir était mon amie Sarah, assise sur le canapé, nous regardant. On a découvert un carnet taché de sang dans une poubelle au centre de Limoges, en Haute-Vienne. L'analyse de sang montre qu'il s'agirait de sang humain qui ne soit pas dans la banque de données ADN de la police. Voici ce que ça dit. Mercredi 8 août, 18h42. J'ai enfin fini le déménagement. Je viens de quitter ma région pour des études à l'autre bout, sur Limoges. Puisque je commence une nouvelle vie, autant prendre de nouvelles habitudes. Et toi ? Oui, le moi du futur, quand tu liras ça. Tu riras en te disant que t'étais bien con. Pourquoi je le fais par écrit ? Je trouve ça plus personnel. On peut conserver, alors qu'un fichier, on peut le perdre facilement, d'un simple misclic. Je vais faire un tour dehors. Il fait beau. J'ai besoin de prendre l'air. Je me suis endormi, je pense. J'ai un peu la bouche pâteuse. Jeudi 9 août, 9h04. Je suis vraiment pas doué. J'ai essayé de trouver un bar, mais je me suis perdu, et au final, je me suis rendu compte que je tournais en rond en revenant à mon appartement. Mais enfin, j'ai apporté de la bibine, alors j'ai passé la soirée à regarder le ciel, tout en trinquant. Par contre, je trouve bizarre le quartier. Il n'y a personne. Vraiment. Il n'y a presque pas de voiture, et il n'y a personne. Peut-être les vacances, ouais. La bière n'a plus de goût aussi. Je suis déçu. Midi 20. Bordel, j'ai installé mon PC et tout. Rappelle-toi, un Acer Aspire, le premier PC de bureau que tu as eu, mon futur moi. Je le branche, tout nickel. Je lance un film pour m'occuper la matinée, et d'un coup, un pop, et le PC s'éteint. Il refuse de s'allumer. J'ai peut-être dû cogner le PC pendant qu'il était dans son carton durant le déménagement. Ma nouvelle vie commence bien. Je vais peut-être faire une sieste. J'ai les épaules qui me font mal à force d'avoir porté des cartons sur 3 étages. 15h30. Je suis réveillé depuis un moment. Je me suis fait une tasse de thé, qui n'a pas de goût. Tout ce que je bouffe n'a pas de goût. Pourtant, je sais cuisiner. Et je regarde par la fenêtre. C'est bizarre, mais j'en entends rien. Pas de gens. Pas de voiture. Le silence, à part des coups de vent. Tout le quartier est parti en vacances. Je vais faire un tour. 16h56. C'est vraiment bizarre. Je me suis encore une fois perdu et revenu à l'appartement, même en allant tout droit. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé la porte de mon appartement ouverte, avec le bruit du PC qui marche. Et oui, il marche, et il y a Internet. Oui, Internet, alors que je n'ai pas de modem et que mon PC n'a pas de carte Wi-Fi. Comment ça se fait ? Je suis paumé. Et qui est rentré chez moi ? Il faut que je regarde ce qui me manque. 17h11. Bon ben, il me manque rien visiblement. La porte n'a pas été forcée, donc elle a été ouverte avec la clé. Peut-être le gardien de l'immeuble ? J'irai le voir demain. Pour Internet, eh bien, il n'y a que la page d'accueil de Google qui marche. Si je fais une recherche, ça me donne une page d'erreur comme quoi je n'ai pas de connexion. Je vais regarder un film. 17h17. Putain, quelqu'un a vidé mon ordi. C'est quoi cette ville dans laquelle on débarque dans mon appartement pour réparer mon PC et me virer toutes mes données ? Vendredi 10 août, 9h. Journée chargée hier, même si au final, je n'ai rien foutu. Je commence à me sentir un peu blasé, à vrai dire. J'ai besoin de parler avec des gens. Il faut que j'ai réussi à sortir. Quitte à dessiner un plan par moi-même. Positive attitude. Je devrais peut-être trouver un médecin. J'ai l'impression d'avoir froid, et que ce que je mange n'a pas de goût. 13h07. Mais c'est quoi ce bordel ? J'ai passé 4 heures dehors à chercher un endroit, j'ai fait un plan sur mon carnet, mais on dirait que les rues changent. Quand je fais demi-tour, ce n'est plus la même rue que je viens de traverser. En plus, y a personne. Même pas un chat ou un pigeon. Je commence à me sentir mal à l'aise. 13h43. Est-ce que j'ai des voisins ? 14h19. Non. 18h12. Y a personne. J'ai même hurlé, tambouriné. Il n'y a même pas de gardien. Pas de voisins. Personne. Je suis seul. Je vais devenir fou, je crois. Samedi 11 août. 7h55. J'ai mal dormi. Le PC s'allume de lui-même avec la page Google qui s'affiche. Mon portable a disparu. Probablement celui qui a réparé mon PC. Merci raclure. Il est 10h, et j'ai l'impression qu'une éternité est passée. Je m'emmerde, mais à un point.
Je suis juste prostré devant le PC, accommoté devant la page Google. Je dois vraiment être fatigué. Parfois j'ai l'impression de voir un truc écrit dans la barre de recherche avant de cligner des yeux. Il n'y a presque plus de bouffe au frigo. Je me demande si je peux dévaliser les voisins. Ce quartier est de plus en plus bizarre. Je me suis rappelé d'un truc con. Regardez le danger du coin de l'œil. J'ai voulu voir Google du coin de l'œil. Et j'ai vu une phrase écrite dans la barre. Ça disait « Veux-tu nous voir ?» Sur le coup, je me suis demandé quoi faire. Puis j'ai appuyé sur Entrée. Le PC a commencé à vibrer. Google lance la recherche, mais lentement. Comme si j'avais un débit de paysan du Pérou. Et l'ordinateur s'éteint. Je sais pas, mais ça m'inquiète un peu. J'ai l'impression de devenir parano. 12 heures. Je me demande si le quartier dans lequel je suis existe vraiment, ou si je ne suis pas en train de faire un bad trip. 23 heures. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai cru entendre un bruit sourd, comme quelqu'un qui donnerait un coup dans le mur. Je vais attendre d'en savoir plus. Il y a des bruits de pas dans le couloir. J'entends des voix, mais comme si on chuchote. Je pige rien à ce qu'ils disent, mais j'ai un mauvais pressentiment. Comme si je ne devais pas voir ce qu'il y a dehors. Il va être 4 heures, et il n'y a plus de bruit. Je vais voir ce qu'il y a dehors. Je crois que c'est du sang. Il y a des flaques de sang sur tout le trottoir, comme si on avait égorgé des gens dedans. Je me sens vraiment mal. 6h42. Il est bientôt 7h, il fait encore nuit. C'est pas normal. J'entends à nouveau des chuchotements dans le couloir. J'ai peur. Quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte de mon appartement. Je suis caché dans une armoire, un couteau de cuisine dans la main. C'est tout ce que j'ai pour me défendre. Il est bientôt 8h sur ma montre et il fait encore nuit. Je ne suis plus en France. Je veux rentrer chez mes parents. J'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. 10h15. Il fait encore nuit. Je suis sorti de l'armoire, ça fait 1 heure qu'il n'y a plus de bruit. La porte de mon appartement a disparu. Enfin, comme si on s'était contenté de la retirer. Je suis sorti voir dans le couloir. Il y a des flaques de sang tout le long. Je vais essayer de courir et quitter l'immeuble. Je suis plus en sécurité dehors, en pouvant voir le terrain, plutôt qu'enfermé avec aucun moyen de fuite. Même si je tournerai en rond, il y a forcément un moyen de sortir. Positive attitude. Je suis vraiment sur le cul. Vraiment. Je viens de voir des ombres. Enfin, des formes humaines, mais sombres, comme une ombre, et on peut voir à travers. Et ils m'ont repéré, mais ils ne bougent pas. J'ai pris une grande distance en courant de toutes mes forces. Étrangement, je ne suis pas essoufflé. Mon cœur ne bat pas la chamade. Bordel, je ne sens plus mon cœur. Mon corps est tout froid. Et mon cœur, merde, il ne bat plus. 13h, je sais pas. Il fait encore nuit. J'ai réussi à me calmer. Je crois que je suis mort depuis un moment. Je me rappelle pas du déménagement en entier. Mais je suis mort. Et je ne sais pas où je suis. Mon me veut encore du mal. Ce sont les ombres. Ils veulent me faire du mal. J'ai peur pour moi, pour ce qui va m'arriver. Je les vois d'ailleurs qui... La suite du carnet est actuellement manquante. Peut-être que vous la retrouverez.